Les conséquences de la guerre sont importantes et multiples dans toute l'Europe. Commençons par celles qui touchent la France. Eh bien, Paris a pris peur. Paris voulait être l'arbitre d'un conflit sans issue, mais en fait de cela, on a vu que la guerre était très rapide et menée de manière très efficace par les Prussiens. Napoléon III en conclut donc qu'il devient très urgent de réformer l'armée française. Bon, comme on le sait, il a été peu écouté, et le résultat en 70-71 est connu. Et cette victoire foudroyante achève également de le convaincre de l'impasse de l'expédition du Mexique. Donc celle-ci dure depuis janvier 1862, et si elle avait commencé à donner de bons résultats, la fin de la guerre de sécession avait ramené les Américains à retourner leur regard vers le Mexique et cette incursion des Français. Et il devient de plus en plus urgent, face à cette pression américaine et cette pression prussienne, de rapatrier le corps expéditionnaire. Donc les choses sont accélérées à cause de la guerre, et c'est terminé en 1867. Du côté de l'Italie, eh bien, elle a joué son rôle d'allié de revers, et elle a récupéré la Vénétie qui était tant convoitée. Toutefois, le royaume d'Italie a été peu glorieux dans les combats. Il fut vaincu sur terre, à Custozza, et sur mer, c'est la fameuse bataille de Lissa, bataille qui pourtant sur le papier était favorable aux Italiens, qui avaient une marine qui était de meilleure qualité que celle des Autrichiens, mais ceux-ci s'étaient mieux comportés et avaient même fait une chose qui était en quelque sorte incroyable pour l'époque, c'était éperonner. Parce que, on peut faire une petite digression là-dessus parce que c'est quand même très intéressant, il y a toujours eu en histoire militaire le combat entre l'épée et le bouclier, c'est-à-dire entre la force de destruction et la force de protection. Or, au cours de ces années 1830-1860, les navires ont énormément évolué. Ils se sont mis à être renforcés, blindés par du métal et plus seulement en bois. Et l'évolution des canons, d'autre part, étant trop lente par rapport à celle de la protection, les blindages faisaient que les boulets, ou même les obus explosifs, n'arrivaient plus à abîmer les coques des navires. Donc le meilleur exemple de cela, c'est le combat durant la guerre de sécession entre le Merrimack et le Monitor. Ceux qui lisent les tuniques bleues s'en souviennent. Et donc, on s'était dit, puisqu'on n'arrive plus à percer avec des canons les navires ennemis, pourquoi ne pas refaire, à la manière antique, un éperonnage? Et en effet, la vapeur, qui augmentait d'une manière très importante la vitesse des navires, avait pu laisser croire à un retour de cette tactique antique de foncer sur le navire adverse, de l'éperonner frontalement, et puis ainsi de le faire couler. Et c'est ce qui s'est passé à Lissa, où un navire, peut-être même plusieurs, je ne m'en souviens pas exactement, en tout cas des navires italiens ont été éperonnés par les navires autrichiens et ont coulé. Et pendant quelques années, on s'est mis à reprôner cette tactique un peu anachronique, notamment en France, où il y avait un amiral dont j'ai oublié le nom, mais qui était passionné de cette tactique et qui voulait la mettre au niveau officiel. Donc les Italiens ont été vaincus pour toutes ces raisons-là. L'Autriche, elle, eh bien, elle est fortement ébranlée par cette défaite qui la chasse définitivement d'Allemagne au profit de la Prusse. Le duel initié en 1740 prend fin sur une note catastrophique pour elle. Voilà pourquoi une remise en cause intérieure va amener le pays à devenir l'Autriche-Hongrie peu après. Donc avant, on ne peut pas parler d'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie date de 1867 et c'est une cause de la guerre de 1866. C'est un rééquilibrage au profit de la Hongrie, qui était une des composantes très importantes de l'Empire d'Autriche. Et on ne peut pas en parler avant. Mais Vienne n'a été amputée d'aucun territoire, ni n'a été profondément humiliée par la Prusse. Et c'est là un point capital que Bismarck a dû faire accepter de haute lutte au roi Guillaume et aux généraux prussiens. Ceux-ci, en effet, en bon militaire, voulaient rogner quelques terres aux vaincus, et surtout entrer en triomphateur dans la capitale ennemie. Mais le chancelier, qui était plus fin que ça, voyait déjà l'après-guerre et la future réconciliation avec la monarchie danubienne. Il a donc empêché ce qui eût été un profond ferment de revanche de la part des Habsbourg, qui par exemple auraient pu se tourner vers Paris à la suite de cela. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que là, s'il a eu
S'il a eu la prescience cet avenir, il a été moins clairvoyant en 1871 en annexant l'Alsace-Lorraine, vous le savez. Donc la Prusse, elle peut exulter. Ce qu'elle n'a pas pris à Vienne, elle récupère en Allemagne. Outre les duchés, de nombreux États ayant soutenu Vienne sont en effet absorbés. Par exemple le Hanovre, qui mit longtemps à se satisfaire de cette nouvelle situation. Nassau ou la Hesse-Cassel ont été complètement annexés par la Prusse. Enfin, la Confédération germanique est dissoute et remplacée par la Confédération d'Allemagne du Nord. Celle-ci n'est qu'un instrument de contrôle de Berlin en fait, et ouvre la voie à l'unification sous son égide. La chose n'a pas plu aux États du Sud, mais ceci pour des raisons qui nous échappent ici, qui ne sont pas du ressort de cette vidéo, se sont tout de même ralliés à la Prusse en 70. Et à propos de 70, on voit là qu'une grande partie du chemin vers l'unification a été faite, et la guerre contre la France va servir à le confirmer.